Alors la troisième conférence va porter sur jeûner la tradition, l'expérience et la documentation scientifique de l'école Buschinger-Wilhelmy, présentée bien sûr par le docteur Françoise Wilhelmy de Toledo, que je vais vous présenter en quelques secondes avant qu'elle s'exprime. Donc, Françoise Wilhelmy de Toledo, donc vous êtes directrice médicale de la clinique Buschinger en Allemagne avec votre mari. Vous êtes membre également de la Fondation Kousmine. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur le jeûne, passionnant. Et vous allez nous parler aujourd'hui de votre longue expérience, votre longue pratique, puisque vous êtes vraiment dans la pratique du jeûne, mais qui est très différente de la pratique française, puisque en Allemagne, on le pratique très différemment. C'est un jeûne qui se fait dans un cadre médicalisé, qui est officiellement reconnu en Allemagne, qui est même remboursé par le système de soins, et qui est une pratique assez courante, puisqu'on nous l'a dit encore tout à l'heure, beaucoup d'Allemands jeûnent. Donc je suis vraiment ravi de vous accueillir, et je vous demande d'accueillir très chaleureusement le docteur Françoise Wilhelmy de Toledo. Bonjour, mesdames, messieurs. C'est un plaisir d'être ici parmi vous, de vous parler d'une expérience effectivement assez longue, puisqu'au fond, elle dure depuis, je dirais, près de 50 ans, et ça m'a donné un peu la possibilité non seulement de pratiquer le jeûne moi-même régulièrement, ma famille, mais de voir un peu tous les avis de l'extérieur par rapport à cette pratique. Je vous en parlerai un petit peu. Cette conférence vous permettra de voir par mon regard comment, avec une certaine cyclicité, les choses se répètent dans le domaine médical concernant le jeûne, mais avec des formes nouvelles. Alors, avec l'expérience, avec aussi les bases de médecine, je dirais, c'est une médecine quand même qui a toujours été un peu alternative, car même si nous avons une tradition qui est médicale, c'est-à-dire que le fondateur de cette école, c'est le docteur Otto Buchinger, qui lui-même était un médecin. Et je pense qu'en Allemagne, cette école est certainement la plus connue et la plus importante, et qui a donné naissance aux mouvements aussi non médicaux, c'est-à-dire des mouvements de jeûne court, avec une certaine pédagogie, qui ont été repris en France. Donc je ne pense pas qu'on ait vraiment une autre approche. En Allemagne, c'est une pédagogie du jeûne que nous dominons bien, je pense, et qui s'est développée au cours de ces presque 100 années. Donc, je vais vous donner des définitions. Moi, chaque année, je me donne comme but de redéfinir le mot jeûne. Ça sera la définition de 2017-18. Tout d'abord, il y a un mot que j'aimerais que vous fixiez, et je ne peux pas le traduire, et comme les Français sont excellents dans les traductions en français, peut-être vous me donnerez la réponse. Le mot switch. Le switch, ça veut dire qu'on passe d'un système à l'autre. C'est comme quand on a un switch de la lumière, ou probablement qu'une voiture hybride passe de l'essence à l'électricité. Et donc, quand on jeûne, on passe au fond de la vie dépendante et alimentée par la nourriture extérieure que nous absorbons dans notre corps, que nous transformons en aliments utilisables par les cellules. Et donc, nous utilisons ce carburant pour nourrir nos cellules. Quand on jeûne, on passe à une autre forme de nutrition, qui est la nutrition à partir des réserves. Et ces réserves sont différentes de ce qu'on mange d'habitude, mais c'est au fond une nourriture qu'on a mangée déjà et qui a été prédigérée, mise dans nos réserves de graisse, mais c'est essentiellement de la graisse et quelques protéines mobilisables et un petit peu de sucre dans le foie. Donc, on passe à un autre menu et on passe d'une nourriture, disons, assimilée et qui fait plaisir quand on la mange, donc ça c'est une grosse différence, à quelque chose qui est prédigéré dans nos réserves, mais qui entraîne quand on la mobilise et qu'on l'illumine, donc on la brûle, qui va entraîner des effets thérapeutiques tout à fait extraordinaires. Il y a un switch génétique aussi, et ça c'est quelque chose qui est un peu le mérite de la recherche de ces dernières années,
c'est qu'au fond, autrefois, nous sommes des cliniciens chez nous. Nous observons ce qui se passe au niveau de la pression, du poids, peut-être même des examens de laboratoire. Mais au niveau des gènes, là, je crois vraiment que c'est le mérite de tous ces scientifiques de la longévité dont on a déjà entendu parler, qui comprennent aujourd'hui comment est-ce que le jeûne déclenche un changement dans l'activation des gènes et dans les voies métaboliques. Et ça, c'est extraordinaire. Et peut-être que dans ce changement d'activation des gènes se trouve la vis medicatrix naturae, ou le médecin interne, c'est-à-dire qu'on peut passer, et on va le voir tout à l'heure, d'une voie qui est celle du travail, de la multiplication cellulaire, du grandissement cellulaire, à une autre qui est celui qui est un mode de protection, où des gènes s'activent qui vont nous permettre l'élimination des déchets cellulaires et moléculaires, et par là même de moduler l'immunité. Quand les humains jeûnent de leur plein gré avec une méthode sûre, et ça j'insiste là-dessus, ils peuvent obtenir un large éventail d'effets thérapeutiques. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Et finalement, un aspect qu'il ne faut certainement pas négliger, c'est ce que j'appellerais le switch spirituel. C'est-à-dire que quand on se met dans un état de jeûne, on se dématérialise un tout petit peu. Il n'y a plus cette espèce de transition de la matière extérieure dans notre corps. Tout se calme dans l'organisme puisqu'il n'y a plus cet ébranlement régulier des repas. Et donc, on peut dire, le jeûne ouvre le regard intérieur. Il rend plus présent, du moins potentiellement, et peut devenir un outil de spiritualité, une spiritualité humble et tolérante, et certainement pas l'objet d'exhibitionnisme métabolique, mais c'est quelque chose que la tradition connaît, puisque probablement même avant la médecine, les périodes de jeûne étaient ritualisées, liturgisées, et on en faisait des moments toujours de retour sur soi-même. Retour, c'est toujours ce qu'on trouve dans le carême, c'est qu'on trouve par exemple dans le Yom Kippour juif, revenir sur ma vie, analyser, voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui me rend vivant et qui me fait progresser, et qu'est-ce qui empêche ma progression personnelle que je dois changer, donc cet examen de conscience. Et pour vous illustrer ce plan, par l'hindouisme, par exemple, en tout cas le Gandhi, qui a énormément pratiqué le jeûne dans un contexte de lutte, mais aussi de renouvellement de ses forces spirituelles, et dit le jeûne est pour le monde intérieur ce que les yeux sont pour le monde extérieur. Les yeux pour le monde extérieur et le jeûne pour le monde intérieur. Donc ça dit bien la même chose. Alors là, c'est une façon de montrer un peu plus schématique. Vous avez à gauche, il y aurait la nourriture dont on parlait, la nutrition que j'appellerais la nutrition numéro 1, qui est une nutrition qu'on connaît, et c'est ce qu'on appelle manger. Pour nous, manger, c'est avaler quelque chose qui est bon. Mais en réalité, le but de manger, c'est de nourrir nos cellules et toutes les cellules de notre organisme. Donc, quand on mange trop, on met une partie de cette nourriture sous forme de graisse dans nos cellules graisseuses. Et lorsque nous jeûnons, nous arrêtons de manger de l'extérieur. Et c'est la nourriture prédigérée que nous avons dans nos réserves, dans nos réserves de graisse essentiellement, mais aussi des structures protéiques que l'on peut mobiliser sans dommage, et puis cette petite quantité de sucre. Donc vous voyez, on passe simplement d'une nourriture à l'autre, et en réalité, le fait qu'on n'a pas faim quand on jeûne, c'est tout simplement parce que les cellules sont bien nourries, elles sont contentes, elles ne réclament pas. Et là, le switch génétique, j'ai essayé de faire une simplification, c'est pas facile, mais ça fait rien. De temps en temps, on peut vous donner des choses que vous avez peut-être du mal à comprendre, mais vous pouvez lire les textes aujourd'hui, c'est vraiment bien expliqué. Le switch génétique, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait que selon ce qu'on mange, on va activer certaines voies signalétiques génétiques ou d'autres. Et tout particulièrement quand on mange des protéines, et surtout des protéines animales, parce qu'elles contiennent certains acides aminés qu'on ne trouve pas tellement dans les protéines végétales, et du glucose. Et le glucose, quand on en mange, il fait produire de l'insuline et aussi des facteurs de croissance qui ressemblent à l'insuline, ce IGF-1. Et selon, si vous mangez beaucoup de protéines, vous allez activer la voie du TOR. C'est égal, vous verrez, quand vous lirez là-dessus, la voie du TOR, c'est une voie signalétique génétique qui active, de même que le glucose qui active la voie du RAS, le mode travail, croissance, reproduction, c'est mettre le pied à fond sur l'accélérateur. Et au fond, la cellule produit à plein tube, on pourrait dire. Et c'est bien comme ça, parce que de temps en temps, il faut se reproduire. Les cellules grossissent, se reproduisent. Mais de temps en temps,
il faut aussi qu'elle se calme. Et à ce moment-là, quand on arrête de manger du glucose ou des protéines animales, mais bien sûr quand on jeûne, on arrête de manger complètement, à ce moment-là, vous désactivez ce mode et des facteurs de transcription s'activent par la désactivation des autres qui amènent à activer des gènes complètement différents, qui sont des gènes du renouvellement cellulaire et surtout de la réparation, qui mettent la cellule dans un mode protection-réparation et qui font qu'elle est multirésistante au stress et à toutes sortes de stress. Alors des stress, par exemple, thermiques, vous pouvez mettre des cultures de cellules, on leur donne des chocs thermiques et puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Alors celles à qui on n'a pas donné de matière nutritive résistent mieux que les autres, ou bien sûr des chocs oxydatifs ou des stress oxydatifs, c'est bien entendu tous les poisons possibles et imaginables. Entre autres, c'est ce qui a donné à Walter Longo l'idée d'injecter de la chimiothérapie à des souris qui ont jeûné et qui n'ont pas jeûné, et de voir quelles étaient les souris qui supportaient mieux ce stress, qui sont quand même justement des poisons. Donc l'idée, c'est qu'au fond, en activant régulièrement cette voie génétique du jeûne ou de certaines formes d'alimentation, eh bien, on va arriver à longévité avec bonne santé, ce que nous souhaitons tous, et peut-être mort avec bonne santé, ce qui serait vraiment le couronnement d'une vie. Je résume quelque chose qui, pour moi, est vraiment fondamental quand on parle de jeûne. Et vraiment, j'ai essayé de le faire le plus simple possible pour vous montrer à quel point le jeûne, c'est simplement un phénomène normal. C'est une aptitude physiologique des animaux et des humains. Et c'est pour ça qu'une longue amitié avec Yvon Le Mao m'a permis vraiment de dédramatiser complètement. J'avais l'expérience du jeûne dans ma propre personne, donc je savais très bien que c'était possible et que c'est un programme qu'on a qui s'active. Mais en voyant les exemples d'animaux qui ne vont pas dans une bonne clinique ou dans un gentil centre où on s'occupe d'eux, etc., mais qui jeûnent dans des conditions de température absolument invraisemblables, des durées incroyables, qui se reproduisent en même temps, qui pondent un œuf comme ça en plein jeûne. Donc, quand on voit ces extrêmes, tout d'un coup, on se dit, non, mais attendez, jeûner quelques jours pour un humain de nos pays, c'est vraiment pas un big deal. Mais surtout, on se rend compte que le fait qu'il y a des saisons sur notre planète exige de toute vie quelle est la capacité de manger quand il y a à manger et d'utiliser les réserves dues à ce qui est excédentaire quand il n'y a plus à manger. Parce qu'aujourd'hui, à Paris, en plein hiver, si on n'avait pas des moyens de conserver la nourriture avec des technologies, je ne sais pas ce que les gens mangeaient il y a 10 000 ans. Et c'est là, c'est pas la dernière seconde des 24 heures où l'humain est arrivé que le métabolisme s'est fait, c'est au cours, disons, de l'évolution sur la planète. Et donc, ça veut dire qu'on a toujours été soumis au climat et à une discontinuité dans l'apport de nourriture. À des périodes de grande récolte suivent des périodes d'hiver, de disette, etc. Donc, on doit emmagasiner, désemmagasiner, ça c'est la norme. Donc, ce n'est pas du tout normal de ne pas jeûner. C'est complètement anormal de ne pas, c'est antiphysiologique de ne jamais jeûner. C'est aussi antiphysiologique de jeûner tout le temps. Donc, il faut ces alternations, ces alternances. Bon. Et comme on a des alternances dans les saisons. Donc, ici, vous avez une illustration dans nos contrées. L'été, beaucoup de soleil, beaucoup de nourriture. Énergie, on mange cette nourriture, on mange des animaux qui ont mangé beaucoup de nourriture. Et comme on a mangé tout ça, bien, on forme des réserves de graisse avec l'excédent. Après vient l'hiver, moins de soleil. Quand il y a moins de soleil dans une nature, disons, qui n'est pas technologisée, il y a moins de nourriture. Et quand il y a moins de nourriture, on a besoin de mobiliser les réserves de graisse, essentiellement, et les autres, pour nous donner de l'énergie. Et en plus, la récompense, c'est de nombreux effets thérapeutiques. Je remets toujours, parce qu'aucune conférence que je donne ne contient pas une image d'Yvon Le Mao, à savoir que, justement, il y a cette variété extraordinaire dans les stratégies de survie des animaux et qui passent, certains avec beaucoup d'activité physique, d'autres avec la torpeur et puis ces variations de température qu'il a parfaitement bien expliquées. Chez l'humain, de nouveau, pour vous montrer la normalité de la chose, en principe, pendant l'hiver, mais aussi pendant la saison sèche et pendant la mousson, il y a une diminution de l'apport de nourriture. Et il y a un Anglais qui s'appelle Prentice, vous ne regardez pas le détail, mais juste la courbe ici
Vous voyez, ça c'est une prise de nourriture annuelle. Chez une peuple, ce sont des femmes de 52 kilos en moyenne. Lorsque la mousson arrive, elles perdent du poids. Et puis après, dans la bonne saison, elles le reprennent. Et donc, on voit une cyclicité du poids. Dans la nature, il n'y a pas d'animaux, enfin en principe à part les animaux domestiques qui, comme les humains, grossissent pendant toute la vie. Mais pour les autres, ils ont des périodes au fond où ils ont un poids plus élevé et un poids plus bas. Et dans ce corridor de poids normal, maximal et minimal, ils font un cycling parfaitement normal. Et là, pour ce qui est des réserves, aujourd'hui, et c'est ce fameux Cahill qui a déjà été cité, qui a parfaitement fait les calculations pour savoir comment l'homme standard, 1m70, 70 kg, a 40 jours de jeûne en réserve, grosso modo. Et ça avec 10 kg de graisse, 3 kg de protéines disponibles et un petit peu de sucre dans le foie sous forme de glycogène. Mais dès qu'on passe à des excès de poids, vous voyez des réserves énormes. Donc là, effectivement, si on a grandi, si on a emmagasiner une mauvaise graisse, par exemple, ou quelqu'un qui est vraiment une couch potato, qui ne fait pas du tout d'exercice et qui mangerait très très gras ou très sucré, pourrait peut-être avoir vraiment des problèmes au bout d'un moment. Donc ce n'est pas des durées recommandées, mais c'est des durées de survie. Et d'ailleurs, il y a des études scientifiques tout à fait connues sur les grévistes de la faim qui sont publiées, et on voit que les grévistes de la faim qui jeûnent vraiment pas dans de bonnes conditions, parce qu'ils sont soumis à un stress énorme, et quelque part, ils ont aussi fait le choix d'aller jusqu'au bout. Eh bien, ces gens sont, quand ils ont des problèmes, c'est au 39e, 38e jour, pas avant. Donc, quand on fait ça dans de bonnes conditions, théoriquement, et ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'on rejoint les 40 jours bibliques. Pour ceux qui lisent la Bible, eh bien, les grands prophètes, même Jésus, mais Élie, Moïse, c'est 40 jours de jeûne. Donc, c'est un chiffre qui doit découler de l'observation de personnes qui ont jeûné à partir d'un poids normal. Maintenant, je vous répète simplement les 3 phases du jeûne, et ça, c'est tiré des recherches du CNRS de Strasbourg, qui ont été longtemps dirigées par le docteur Lemao. Il y a la phase 1 du jeûne. La phase 1 du jeûne, c'est la phase du glycogène, donc cette petite réserve qu'on a dans le foie pour 24 heures. Et puis ensuite, on a une phase qui peut durer jusqu'à 40 jours si on a un poids normal, où on se nourrit d'un mix de notre propre graisse et aussi d'une petite quantité de protéines pour transformer ces protéines en glucose pour le cerveau au début, et puis aussi pour une certaine turnover, un certain recyclage des protéines. Et si on attend et qu'on passe les 40 jours pour quelqu'un de poids normal, ou disons, eh bien, on rentrera dans la phase 3, qui est une phase de catabolisme, c'est-à-dire les protéines sont utilisées d'une façon rapide, et à ce moment-là, chez l'humain en tout cas, ça voudra dire dystrophie, ça voudra dire il peut y avoir des dommages sérieux et puis la mort. Mais ça met du temps. Pour éliminer une question, c'est est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on peut vivre sans manger? Moi, j'ai une réponse très très nuancée là. L'expérience spirituelle est caractérisée par l'humilité et le service à autrui. Quand quelqu'un fait de l'exhibitionnisme en disant « moi j'ai arrêté de manger parce que finalement je me suis rendu compte que ça allait très bien comme ça, je me nourris de la lumière », moi je suis un peu sceptique, mais peu importe, beaucoup de gens sont sceptiques par rapport à ce qu'on fait dans nos centres. Donc, mais par contre, il y a vraiment des saints, des grands mystiques, par exemple en Allemagne, Thérèse Neumann de Connersreuth, c'est une mystique catholique qui a été observée pendant 35 ans, qui apparemment vraiment se nourrissait que de l'hostie. Et là, je suis suisse, à l'origine de Genève. Et en Suisse, le patron, le saint patron de la Suisse, c'est Saint Nicolas de Flux, dont on disait que pendant 30 ans, il n'a plus mangé. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, qu'il y a un Indien aussi, Prahlad-Jani, qui a eu des visions, des apparitions à l'âge de 8 ans et qui, paraît-il, ne mange plus. Il a été observé dans un hôpital. Et quand vous voyez ces deux personnages, ce sont vraiment des gens qui sont d'abord extraordinairement émaciés et qui ont vraiment probablement une vie spirituelle. Donc ce n'est pas pour le commun des mortels. Le commun des mortels qui arrête de manger, il rentre dans un métabolisme de jeûne, il va perdre du poids. Et très probablement, si ça dure trop longtemps, ça ne va pas se passer bien. Mais donc, il y a des exceptions qu'on ne comprend pas. À partir de là, vous avez ce qu'on appelle le jeûne hydrique. Ça, c'est le jeûne des hygiénistes. Moi, personnellement, je l'ai pratiqué une fois dans ma vie. Mais je pense que pour notre époque, peut-être je préfère d'autres formes qui favorisent l'exercice physique et aussi qui donnent quand même quelques petits suppléments qui nous permettent de moduler l'humeur, de moduler la forme et puis aussi d'avoir des transitions plus douces.
car les gens ont de moins en moins de temps. Donc, moi, très immodestement, je vais vous parler de ce qu'on considère l'original, c'est-à-dire, au fond, le jeûne créé par, enfin, disons, dont la pédagogie, parce qu'il s'agit de ça finalement, a été mise au point, ou disons, a été créé à la suite de 4 générations après ce médecin. Lui, il a, comme beaucoup de médecins dans la médecine naturelle, découvert une méthode en se guérissant lui-même, parce qu'il n'y avait plus d'autres issues. Il y a beaucoup d'exemples de ça. Dans les naturopathies, vous avez dans tous les pays des gens finalement qui sont condamnés, qui trouvent une voie, puis après, évidemment, ils sont tellement fascinés. Lui étant médecin, évidemment, il avait encore un background pour pouvoir juger de tous les traitements qui ne lui avaient pas servi. Donc, il avait une polyarthrite, mais plutôt une fièvre rhumatismale, c'est-à-dire c'était une polyarthrite à la suite d'une infection des amygdales par un certain streptocoque. Il y a une réaction auto-immune du corps, il était complètement paralysé. Et en 19 jours de jeûne à l'eau, il a pu récupérer complètement. Donc, ça a donné naissance à cette école que j'appellerais Boehringer-Wilhelm, d'après son nom. Et donc, avec une façon de faire, je pense, qui est tout à fait unique. Et il a écrit un livre en 1935 qui est maintenant dans la 25e édition, qui continue à être intéressant, malheureusement pas traduit. Et donc, à la base de tout, de cette forme de jeûne ou de cette école à laquelle j'appartiens, il y a toujours une tridimensionnalité ou une multidimensionnalité dans une pratique de jeûne. Il y a bien sûr la dimension médicale qui, dans une clinique ou quand on utilise le jeûne thérapeutique, va être au premier plan. Mais il y a toujours une dimension de spiritualité et une dimension de communauté. Ça se crée, le jeûne en soi favorise cette dynamique, mais on peut bien entendu aussi l'accompagner par d'autres pratiques, par des traitements complémentaires. Et au fond, je pense que le jeûne est rarement dans la thérapie quelque chose qui se pratique tout seul, mais il y a des autres thérapies qui agissent en synergie, ou par exemple des séminaires de méditation. Et puis aussi, on peut beaucoup jouer sur la dimension communautaire pour améliorer l'acceptance. Donc nous, dans notre école, l'idée, c'est que le jeûne doit être quelque chose qui doit faire plaisir, qui doit en tout cas être une bonne expérience, quitte à un petit peu adoucir les transitions et peut-être modifier un tout petit peu, mais il faut pouvoir le refaire, répéter. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose à faire une fois dans sa vie et plus jamais, et le plus longtemps possible, mais il faut y aller petit à petit, et puis il faut se réentraîner. C'est une femme qui a eu 10 enfants, le 10e, ça ne sera pas la même chose que le premier. Donc c'est un programme qu'on a en nous, qui se met en marche au moment où on en a besoin, mais comme aujourd'hui on a en abondance de la nourriture et tout le temps, on a des programmes qui qui sont pas bien entraînés. On peut faire des entraînements métaboliques, on verra. Ça, je vous donne cette image juste parce que c'est les 3 générations de médecins. Et ici, il y a un médecin-chef qui était le successeur d'Otto Boehringer, et celui-là, peut-être vous le connaissez mieux, c'est le docteur Lutzner. Et ce docteur Lutzner, c'est lui qui a eu l'idée de faire la semaine de jeûne à l'extérieur d'une clinique. Et c'est un de ses patients, un pasteur, pas patient, mais enfin qui a fait une semaine de jeûne avec lui et puis qui a commencé à randonner, emmener ses ouailles, faire de la randonnée. Et ce fameux pasteur Michel, c'est celui qui a en fait, au fond, donné un schéma qui a été repris par Jeûne et Randonnée par le couple Bölling. Mais à l'origine, disons, la méthode originale Boehringer, qu'on appelle aujourd'hui un petit peu différemment, c'est quelque chose qui contient l'aspect médical, aussi des soins infirmiers, mais un aspect éducatif, nutrition, de la physiothérapie, du fitness aujourd'hui, mais bien sûr le contact avec la nature et le corps en mouvement, et les massages, et ça c'est infini, disons, à chaque personne, quelque chose qui va agir en synergie avec son traitement. Et là j'ai appuyé le faux bouton. Et des thérapies de groupe, par exemple, mind-body, la psychothérapie, on voit que ce retour sur soi-même, c'est quelque chose de traditionnel dans le jeûne, donc on peut le favoriser avec des outils contemporains, mais aussi la culture, la créativité, des modes d'expression qu'on soigne peut-être pas dans tous les jours, et de la spiritualité. Alors ça peut être une spiritualité, disons, une religion qui donne un peu mais en général, ce sont des spiritualités ou une forme de spiritualité qui est comme une espèce d'éthique globalisée.
parce qu'il faut que ça puisse faire participer tout le monde, à mon avis personnel. Sinon, on est de nouveau dans des religions qui défendent leur forme, mais la spiritualité qui est favorisée par le jeûne, c'est en général assez vaste. Ici, je vous donne simplement, nous appelons notre programme de jeûne maintenant Amplius Fast, et là, c'est le programme de 10 jours, mais juste pour vous montrer le schéma. Ceci, il y a toujours la décision, la préparation, une petite phase de transition, le jeûne et la phase de régénération, et le retour au quotidien. Et toutes ces phases sont différentes. Vous pouvez faire 10 jours, 14 jours, il y aura toujours les phases au début et les phases à la fin. Et la phase de reprise alimentaire, que j'appelle maintenant la phase de régénération, me semble être une phase vraiment fondamentale. Et je pense que c'est bon de documenter ce qu'on fait. C'est-à-dire, au fond, on est obligé, quand on traite beaucoup de gens, de temps en temps, de savoir ce qu'on fait et aussi de se renseigner qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et c'est la raison pour laquelle aussi, parce que justement, pour convaincre au fond un public et puis aussi pour améliorer une offre, il faut savoir ce qu'on fait. Donc, on a des bons partenaires et une amitié de plus de 40 ans avec le docteur Yvon Lemao fait que nous avons des contacts avec le CNRS de Strasbourg. Et là, par exemple, nous avons fait une étude avec 16 jeunes hommes, enfin plus ou moins jeunes, sur la fonction musculaire. Et on va avoir les résultats petit à petit, parce que ça sera des résultats avec des paramètres que jamais une petite clinique peut se permettre, ou même une grande. Là, je vous donne juste quelques exemples. Je vous demanderai juste de ne pas les photographier, parce que ça, ce sont des résultats qui ne sont pas publiés. Bien sûr, le poids baisse, mais si vous voulez, c'est différent de dire, oui, quand vous jeûnez, vous perdez du poids, plutôt que de dire, voilà, et vous présentez ça comme on demande aujourd'hui que ce soit présenté avec des statistiques valables, etc. Bien sûr, aussi, on est content parce que le poids baisse, mais la graisse est mobilisée au bon endroit, c'est-à-dire au niveau du tour de taille, donc c'est la graisse intra-abdominale qui favorise l'inflammation, enfin, qui est une graisse métaboliquement très néfaste. Et puis les fameux triglycérides qui descendent aussi. Et vous voyez ce qui est très intéressant, j'ai pris juste certaines images, je ne vais pas vous montrer tout, mais vous avez par exemple les triglycérides ici sur cette image. Plus les triglycérides sont pathologiques, plus ils descendent vite. Ça, ce sont les graisses sanguines. Et le sang est pratiquement écrémé par le jeûne. Donc quand on a des triglycérides normaux, ils baissent un petit peu, mais pas beaucoup. Parce que ce qui est normal reste normal, ce qui est élevé, ça baisse. Et ce qui est trop bas va tendre, parfois seulement après le jeûne, à se normaliser, à remonter. Donc, oui, mon image est un peu bougée. Mais au fond, on peut dire que les indications au jeûne, c'était toujours 2 grands groupes pour nous. C'était tout d'abord les maladies dites métaboliques. Alors, c'est toutes les maladies du trop. C'est l'obésité, l'hypertension, le diabète de type 2, l'hyperlipidémie, le tabagisme. Et puis tout ça sont des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires. Et puis aussi le burn-out, c'est-à-dire toutes les situations d'épuisement physique et psychique répondent bien à certains types de jeûne. Mais ce n'est pas juste le jeûne, c'est aussi tout l'accompagnement et le contexte dans lequel on le fait. Ça, c'est facile à comprendre. Quand on mange trop, on perd du poids, que même la pression s'abaisse, ça c'est en fait assez logique. Par contre, ce qui est moins évident, pourquoi est-ce que des maladies chroniques inflammatoires immunitaires s'améliorent, comme une gastrite ou comme une arthrite? Là, on a énormément d'expérience avec les maladies des articulations, puisque c'était la maladie dont souffrait Otto Buchinger. Mais les migraines, l'asthme, les allergies, tout ça, ce sont des phénomènes inflammatoires. Tout ce qui est rouge, chaud, douloureux, et qui finit en HIT, tente à s'améliorer avec un jeûne fait dans de bonnes conditions. Ça, je n'ai pas besoin de le répéter, mais ça sera chaque fois la même chose. Et puis, il y a des maladies, donc on sait, par exemple, qu'elles se sont parfaitement bien traitées par le jeûne ou par des régimes dits cétogènes. Vous avez peut-être entendu parler, parce qu'on en parle énormément maintenant. Un régime cétogène, c'est un régime qui permet de produire des corps cétoniques ou bien qui nous fait qu'on n'absorbe que des graisses dont une partie va être transformée en corps cétoniques. Le fameux bêta-hydroxybutyrate, l'acétone, l'acétate, etc. Et ces corps cétoniques semblent avoir une fonction très régénératrice au niveau des neurones, donc font produire aussi des substances qui sont favorables à la régénération neuronale. Mais pour l'épilepsie, c'est connu depuis longtemps que le jeûne, qui au fond donne une espèce de diète cétogène naturelle, c'est-à-dire quand on jeûne, on mobilise des graisses, et ce qu'on brûle, c'est de la graisse.
On a un menu, c'est graisse, 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 un peu de protéines. C'est ça. Donc, ça stabilise le cerveau et surtout les crises d'épilepsie. Donc, chez les enfants, il y a beaucoup d'observations bien connues. Mais dès que les médicaments antiépileptiques ont été introduits, les régimes ont été oubliés. Donc, ça, vous verrez, c'est une constante. Par contre, il y a des enfants qui ne supportent pas les médicaments et on leur donne. Alors, un petit jeûne, on ne peut pas faire jeûner les enfants longtemps, mais pas comme les manchots, mais peut-être 1, 2, 3 jours. Et puis après, ils passent à une alimentation cétogène extrêmement difficile, hein, parce que c'est vraiment que de la graisse. Alors, ils doivent avoir des suppléments de vitamines et de minéraux, et un petit peu de protéines, ils en prennent aussi, mais c'est une fraise par mois, vous voyez. Donc, c'est très difficile pour un enfant, mais ça stabilise complètement leur maladie. À part ça, il y a justement le fameux Mark Mattson, par exemple, qui a beaucoup étudié le jeûne en cycle pour que dans la période après le jeûne, il y ait ces facteurs qui sont produits, le BDNF, par exemple, Brain Derived Neurotrophic Factor, qui stimule la régénération de neurones à partir des cellules souches. Ça, c'est pour moi quelque chose d'extraordinairement fascinant. Je n'ai jamais pensé que en 40 années, ou presque 50 d'expérience, c'est un phénomène, pour moi, c'est une explication nouvelle que je trouve absolument fascinante. L'idée qu'on peut régénérer des tissus avec cette alternance de jeûne, où il y a la voirie qui s'active, et puis de régénération des synthèses protéiques. Ça s'est déjà vu chez les animaux, beaucoup décrit mais à partir des cellules souches, c'est-à-dire des cellules embryonnaires, des cellules complètement neuves. Ça, c'est un grand espoir. Il y a même des études qui ont été publiées par Longo, où il montre que chez les diabétiques de type 1, c'est-à-dire pas des humains, mais dans des modèles animaux, on voit même une régénération dans des cas de diabète de type 1. Alors, même pour moi, c'est complètement nouveau. Diabète de type 2, pour nous, c'est classique. Alors, type 1. Mais ça, c'est évidemment des choses qui sont maintenant juste, c'est pas encore mis en forme. Et c'est très, très difficile de conduire un diabétique de type 1. C'est dangereux quand même, parce qu'on ne peut pas enlever l'insuline, mais s'il y avait ça, quand on a un enfant jeune, et il y en a de plus en plus maintenant qui ont des diabètes de type 1, mais très très jeunes, on ne sait pas pourquoi, eh bien ça pourrait avoir un espoir. Et puis bien sûr l'Alzheimer, puisque la régénération neurale, le Parkinson, des maladies auxquelles on ne touchait pas jusqu'à maintenant, ça c'est extraordinaire, mais effectivement, les connaissances sont au début. Mais si quelqu'un a une grande confiance du jeune, et a par exemple une grand-mère et une mère avec un Alzheimer comme moi, vous vous dites, tiens, je pourrais peut-être quand même essayer prophylactiquement, ça va certainement pas me faire du mal, et ça c'est le cas. Et peut-être j'arrive comme ça à restimuler mes neurones. D'ailleurs, Mattson, si vous regardez Mark Mattson TED Talk sur YouTube, vous aurez 20 minutes de plaisir. Et il dit, ce matin, j'ai pas pris de petit déjeuner, ça fait certainement du bien à mon cerveau, mais pas à l'industrie pharmaceutique. Et ça, c'est extraordinaire de voir des chercheurs de ce niveau-là qui disent ça ouvertement sur le net. Donc, le cancer, on verra ça plus tard. Là, il y a aussi grand espoir d'associations de jeûne ou de stratégies nutritionnelles qui vont dans le sens du jeûne avec une médication ou peut-être d'autres traitements. Et là, je vous montrerai quelques exemples. En tout cas, les directives pour la thérapie du jeûne, nous avons fait une publication avec quelques experts qui a été en 2013. Et là, j'aimerais simplement vous montrer la tendance d'aujourd'hui. Le jeûne, une pratique qui fait partie de notre physiologie, qu'on redécouvre, qu'on réinstaure. Et maintenant, qu'est-ce qu'en font les marchés? Parce que ça, c'est très intéressant aussi. Le public en fait quelque chose, et puis vous avez un marché de la médecine qui est énorme. Et nous, par exemple, quand on parle de modification, nous ne faisons pas un jeûne hydrique, car nous avons constaté qu'en donnant un petit peu de jus de fruits, un petit peu de bouillon de légumes et un peu de miel facultatif, d'ailleurs que tout le monde ne prend pas, il y a des gens qui prennent que les soupes, donc ils font pratiquement un jeûne hydrique, mais ça on le laisse un peu à la disposition des gens, qu'au fond, les personnes qui ont un petit peu besoin d'un coup de pouce, d'un peu d'énergie, à certains moments, ils prennent une petite cuillerée de miel, ça les aide, donc ça module un petit peu l'état général, et donc on laisse ces suppléments à la disposition des gens. Ça fait 250 calories par jour. C'est pas de ça que les gens vivent. Ils vivent de leur graisse et de leurs réserves. Mais ça module un peu, ça rend les transitions un peu plus douces. Et puis ensuite, j'aimerais vous parler de mon histoire. Donc, j'ai vécu vraiment, j'étais une jeune médecin
Et j'ai fait pour la première fois un congrès de l'obésité. Au début, tout au début des congrès d'obésité. C'était un congrès extraordinaire, passionnant. Il y avait des psychologues, et on parlait du jeûne comme d'une possibilité. Et puis après, vous verrez, il y a eu une espèce de réductionnisme qui s'est emparé de cette scène et qui va aboutir à quelque chose dont je vais vous parler maintenant. Donc on avait les stratégies nutritionnelles au début. Et ce qu'on veut, c'est diminuer le poids et perdre la graisse au bon endroit. Et puis pour ça, diminuer aussi les maladies associées à l'obésité. Parce que juste faire perdre du poids, il n'y a aucune assurance qui veut prendre ça en charge. Mais si vous dites par exemple, quand on diminue le poids, on diminue aussi le diabète, ça c'est mieux. Et de ce point de vue-là, on a toujours argumenté de cette façon-là. Et d'ailleurs, c'est vrai, quand on normalise son tour de taille, on tend à normaliser son taux d'insuline et surtout la sensitivité des récepteurs. On baisse la tension artérielle qui était trop élevée. Et donc, on fait une prévention des maladies cardiovasculaires. Alors, le jeûne, voilà, je vous ai déjà montré. Donc, cette espèce de façon que nous avons de considérer le jeûne dans toutes ses dimensions et comme une espèce d'approche multidisciplinaire. Ça, c'était une option. Et puis ensuite, on a le régime 0 calories. Donc le jeûne, au début, on parlait du jeûne, puis tout d'un coup, on a dit non, le jeûne, ça fait trop alternatif ou ésotérique. Alors on va parler du régime à 0 calories, et ça s'est venu dans les années 50-60. C'était après la guerre, il y a eu des espèces de vagues d'obésité, et vous avez peut-être déjà vu cette image de fameux Angus, un Écossais, qui était un peu comme un lutteur de sumo. Ce n'était pas juste un gras inactif, c'était un fordéal. Lui, il a jeûné 392 jours et il a perdu 133 kilos. Donc lui, il n'est pas venu dans cette... je pense parce qu'il avait une bonne masse musculaire. Donc on sait des lutteurs de sumo qu'on peut les faire maigrir et reviennent à une... Donc voilà, on peut faire ça. Donc c'est ce que je vous disais, plus vous avez des réserves et mieux elles sont équilibrées, plus vous pouvez jeûner longtemps. Mais ça, ce sont des cas d'obésité qu'on ne voit pas dans la nature. Vous ne voyez jamais un animal sauvage obèse. Il serait mort depuis longtemps, il aurait trop de désavantages de survie. Donc ça, c'est un phénomène récent. C'est un peu spectaculaire. Donc vous avez ensuite, donc c'était le régime 0 calories. Et puis alors là, il est intervenu quelque chose de très intéressant. On a dit, mais attendez, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il leur faut, etc. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire les bilans azotés. Puis on a vu, alors les bilans azotés, je ne vais pas vous expliquer comment ça se lit, mais tout ce qui est sous ça, c'est la masse d'azote excrétée, c'est-à-dire c'est un reflet de l'utilisation protéique dans le corps. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Personne ne s'est posé la question. On a dit, mais attendez, on perd toutes ces protéines, c'est épouvantable. Il faut absolument réduire ça. Et à la fin, c'est comme ça que sont nées les diètes protéinées. Il n'y avait pas plus d'arguments que les bilans azotés. Donc, même si les gens se sentaient bien, on a dit horreur la fonte musculaire, c'est-à-dire pour le monde scientifique ou le monde médical, je ne sais pas, souvent muscle. Alors, protéines, ça veut dire muscle. Quand on dit on utilise des protéines pendant le jeûne, c'est forcément que ça vient des muscles. Mais comme on l'a vu justement chez les animaux, ça peut venir d'un tas d'autres endroits. Et par exemple, ça peut venir du foie, on a des réserves de protéines dans le foie. Ça peut venir du tube digestif, et ça vient du tube digestif, puisqu'on a vu que cette muqueuse digestive qui est pleine de protéines, on ne l'utilise plus, donc on peut la mobiliser. Et qu'il y a une atrophie normale, physiologique, qui va ensuite se reconstruire à neuf. Donc il faut voir ça même positivement, c'est-à-dire qu'on se dit, s'il y a une destruction de la muqueuse digestive, parce qu'on n'en a plus besoin quand on jeûne, on ne digère pas, donc... on a une réserve de protéines là qu'on peut mobiliser, ça veut dire qu'on va la resynthétiser à neuf après. En tout cas, on peut voir ça comme ça quand on est positif. Ensuite, vous avez les protéines dégénérées. Et ça, c'est exactement ce que nous apprennent maintenant les sciences de la longévité. Avec cette activation de l'autophagie, on a une activation de l'élimination des protéines et des structures dégénérées, vieillies, par exemple. Que ce soit des structures cellulaires, que ce soit des cellules entières, ou que ce soit, par exemple, même des parties de DNA, de ADN. Donc, par exemple, ici, si vous avez les AGEs, ce sont des molécules sucrées pathologiques.
elle s'abaisse avec le jeûne. Et par exemple, le facteur rhumatoïde, qui est un complexe immun circulant qu'on trouve dans la polyarthrite rhumatoïde, il diminue aussi. Donc, si on élimine des protéines, c'est peut-être une chance, c'est peut-être utilisable sur le plan thérapeutique, même s'il faut être prudent, parce qu'effectivement, on ne veut pas envoyer les gens dans la sarcopénie, c'est-à-dire des pertes musculaires tellement importantes qu'après ils sont amaigris à vie ou pour trop longtemps. Donc là, il faut être prudent, mais il faut quand même reconnaître un potentiel thérapeutique dans ce qu'on considérait comme le gros problème. Et puis, vous avez des cellules entières qu'on peut récupérer. Dans le tissu conjonctif, il y a aussi beaucoup de protéines, des fibres, des fibrilles. Et puis finalement, dans le tissu adipeux lui-même, probablement que le Angus en question, il a dû aussi éliminer des cellules adipeuses, pas juste leur contenu, pour se réduire de cette façon-là. Donc on peut aussi utiliser des protéines des membranes cellulaires. Et là, dans un jeûne, on a besoin de protéines pour faire du glucose, ça j'en ai déjà parlé, mais aussi pour le renouvellement cellulaire. Donc au fond, cette autophagie, cette espèce de recyclage des protéines vieilles, endommagées, c'est une chance de... Mais là-dessus, donc, si vous voulez, il n'y avait pas vraiment de motif. Simplement, le bilan azoté était négatif. On donne des protéines. Alors, ça a donné d'abord des régimes invraisemblables, avec des quantités énormes de viande, poisson, de fromage. Et puis après, les gens ont peut-être maigri, mais ils avaient des infarctus ou ils avaient des problèmes cardiovasculaires, la goutte, etc. Donc, au fond, ça a passé à une autre étape, qui sont les formules commerciales. Et ce sont les diètes protéinées qui sont nées à ce moment-là. Et alors, vous avez tout d'abord une diète qui était très mauvaise, qui était faite avec du collagène, très mauvaise qualité. Il y a 60 personnes qui en sont mortes. C'était vendu librement dans les supermarchés. Et puis après, il y a des maisons plus sérieuses, comme on dit, qui se sont emparées de la... Là, j'ai un problème. Voilà. Et vous avez à ce moment-là ce qu'on a appelé les VLCD, c'est-à-dire Very Low Calorie Diets, qui sont des régimes très pauvres en calories, à 300-400 calories, et qui ensuite ont été augmentés à des low calorie diets. Je ne sais pas où est-ce que je dois... Ah voilà. Les low calorie diets, qui sont au fond des régimes hypocaloriques, mais à 800 calories, avec énormément de protéines, plus même, pour essayer juste de normaliser, pratiquement de neutraliser ce bilan azoté négatif. Enfin, quand on y pense aujourd'hui, on se dit, mais vraiment, ce n'était pas très scientifique. Donc, malgré tout, bien sûr, si les gens font ces programmes, et je ne dis pas que ce soit mauvais, mais c'est réductionniste. Alors, voilà le résultat. Et puis après, ce que les Américains, je trouve d'une façon très drôle, appellent le magic bullet. C'est-à-dire, en fait, l'idéal, ce serait de pouvoir prendre un bon petit déjeuner à l'anglaise et puis prendre un comprimé et de cette façon-là, ne pas grossir. Voilà l'idée de ces magic bullets. Alors, vous avez eu des développements, par exemple, des médicaments anorexigènes, c'est la première chose. Bon, ça voudrait dire qu'on perd l'appétit. Et là, il y en a eu, mais malheureusement, ils étaient extrêmement toxiques. Il y a eu des hypertensions pulmonaires. J'ai un problème, je ne sais pas lequel. Voilà. Et là, ça a été supprimé de la circulation parce que des gens sont morts d'hypertension pulmonaire. Ensuite, vous avez les inhibiteurs de l'absorption de matières grasses. Ça existe encore aujourd'hui. Enfin, rien que philosophiquement, c'est quand même intéressant de se dire la moitié des gens meurent de faim sur cette planète ou plus. Et puis, il y en a d'autres qui, pour pouvoir continuer à manger, prennent un produit qui font qu'ils ont des diarrhées graisseuses et que pratiquement la moitié de leur repas va ressortir. C'est presque comme la méthode romaine, mais pas... Enfin, et c'est toujours vendu. Donc, il y a même des grandes maisons qui font ça. Alors après, il y en a eu d'autres. Voilà. La protéine découplante, c'est-à-dire l'idée, c'était qu'on allait manger et puis une partie des calories absorbées allait s'évaporer en chaleur. Voilà. Voilà le tableau où vous voyez le réductionnisme à l'œuvre, c'est-à-dire vous avez tout d'abord une façon d'aborder un jeûne, c'est-à-dire de mettre une personne dans une situation où elle peut vivre quelque chose d'intéressant et en même temps améliorer son corps. Ça se transforme en une diète dans un paquet avec un arôme vanille, et puis après, ça se transforme dans un magic bullet qui a des effets secondaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois observer quelque chose de très similaire, et je veux juste vous en parler en passant. Donc, on a maintenant le jeûne, et ça me semble beaucoup plus intéressant, vu non pas juste sous l'angle de l'obésité et de la diminution du poids, mais sous l'angle de la longévité. Et là, c'est certainement quelque chose de beaucoup plus juste. L'idée de ralentir le processus de vieillissement,
Ça me semble une bonne idée, mais c'est aussi la même chose. Il n'y a aucune assurance ou caisse maladie qui vous remboursera si vous dites, voilà, on a un produit ou bien une pratique qui permet de rendre les gens en meilleure santé. Non, il faut dire, ça permet de protéger de nouveau du diabète, des maladies cardiovasculaires, même du cancer, même de la sclérose en plaques, ou de traiter. Et là, de nouveau, alors on a un champ de... Et alors, qu'est-ce qu'ils demandent maintenant, aujourd'hui? Vous voyez, ça s'est décalé, mais je vous le dis. Aujourd'hui, il faut les paramètres que la longévité considère. Il faut faire baisser l'insuline, donc baisser le glucose, baisser les IGF-1, qui sont les facteurs de croissance, et augmenter les corps cétoniques. Ça, c'était la flèche. Les corps cétoniques, quand ils montent, ça veut dire qu'on est rentré dans le métabolisme du jeûne, ou quelque chose de semblable, quand le glucose baisse, l'insuline baisse, et donc les facteurs de croissance aussi. C'est maintenant les 4 paramètres qu'on aimerait voir bouger. Et puis donc, les leviers, alors là, je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Thierry de l'Estrade, juste une illustration un peu différente. Vous avez donc alors les stratégies nutritionnelles. Et donc, je reprends. Alors maintenant, on a baptisé notre programme différemment parce qu'il faut l'appeler d'un terme anglais et que finalement, il faut le déterminer parce que si on veut le documenter scientifiquement, il faut qu'on dise ce qu'on fait avec. Alors, on appelle ça le programme Amplius, mais c'est la même chose qu'avant, en quelque sorte. Et puis, on voit que le glucose s'abaisse. Ça, c'est avec des chiffres que nous avons produits dans notre observation sur les 16 personnes. Vous voyez, le sucre était normal, mais il s'abaisse quand même. Il va jusqu'à la limite inférieure de la norme. Puis, quand on se réalimente, il reprend ça. Donc, ça, c'est une courbe de sucre normale. Et vous avez les corps cétoniques ici, qu'on mesure dans l'urine. Et vous voyez, au début, premier jour de jeûne, ils ne sont pas encore là. Mais deuxième, troisième, ça monte. Et puis, il y a de nouveau un plateau. Et ça redescend à la reprise alimentaire. Donc, on est conforme, le jeûne, ça marche. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a la restriction calorique, qui a aussi un effet, certains des effets du jeûne, mais quand c'est une restriction calorique, sans malnutrition. Et ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas juste manger des hamburgers ou du junk food, simplement un peu moins. Il faut que ce soit une bonne nutrition. J'ai un sacré problème. Si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait pratique. La restriction calorique, si vous voulez, vous avez un schéma de repas normaux. Et puis, au lieu de manger 100% pour avoir un poids normal, on ne mange plus que 70%. Ça, ce n'est pas très facile, parce que déjà, manger normalement, aujourd'hui, pour avoir un poids normal, c'est déjà sacrément difficile. Mais si on vous demande encore de manger 30% de moins, et il y a une association, si vous allez de nouveau sur Google, pour regarder... Caloric Restriction Association en Amérique, et vous verrez, il y a, je ne sais pas, 100 000 adeptes. Ils sont tous très, 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 très minces, même un peu maigres. Ils ont l'air un peu anorexiques, mais apparemment, ils sont en bonne santé. Mais ce n'est pas facile, disons, de faire ça. Donc, on aura la quatrième chose, enfin, une nouvelle forme, c'est le jeûne intermittent. C'est-à-dire que là, effectivement, Longo s'est dit, mais au fond... et puis d'autres chercheurs, mais dans le domaine de la longévité, se disent, mais au fond, cette restriction calorique, elle prolonge la vie des animaux. Chez l'humain, c'est plus difficile de voir si ça prolonge la vie, parce qu'on vit jusqu'à 80 ans, donc il faut quand même du temps pour faire ces études. Mais enfin, on a des approches qui nous permettent de penser que c'est la même chose. Chez les animaux, on pouvait prolonger la vie en leur réduisant les calories. Ben, si on leur donnait de temps en temps des périodes de jeûne, est-ce que ça ferait le même effet? Et ce serait peut-être plus facile à intégrer dans une vie normale. Et alors, effectivement, vous avez Varadi qui fait ces jeûnes intermittents. Un jour on mange, un jour on jeûne. Et là, de nouveau, le mot jeûne commence à être aussi un petit peu déformé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un jeûne hydrique? Est-ce que c'est un jeûne à la Boehringer? Ou bien est-ce que c'est un jeûne où on dit jeûne à la place de dire une diète à calories réduites? Et là, il y a toutes sortes de schémas. Elle donne 500 calories, enfin quelque chose de réduit. Et puis, évidemment, les gens vont bien. Enfin, évidemment. Je veux dire par là, tout l'enjeu, c'est de ne pas mourir de faim et de ne pas se ruer sur la nourriture le lendemain. Si vous arrivez à avoir un rythme où effectivement, un jour, on va manger beaucoup moins et puis le lendemain, on va manger soi-disant normalement, certainement qu'on peut s'accommoder bien et c'est beaucoup mieux que de manger trop tout le temps. Donc, on aurait introduit ces pauses qui, de toute évidence, ont des effets très positifs, mais c'est évidemment pas quelque chose qui corresponde à quoi que ce soit dans la vie de
d'un humain, cette espèce de rythmicité, un jour oui, un jour non. Pour les restaurants, ça sera infernal. Mais c'est un modèle qui est extraordinairement étudié en ce moment et qui donne des résultats chez l'animal, chez l'homme, pour autant que les gens ne compensent pas le lendemain. Et il y a le fameux jeûne intermittent dont vous avez déjà entendu quelque chose, Michael Mosley. Il a dit, mais voilà, 5-2, c'est parfait. Alors 5-2, c'est encore mieux en anglais. Donc ça veut dire 2 jours on mange moins et 5 jours on dit on mange soi-disant normalement. Et c'est déjà mieux que de manger trop 7 jours sur 7. Et il a vraiment des résultats, mais si vous voulez, si on ramène ça à la norme, on dira, mais c'est simplement, on dit 2 jours par semaine, manger un peu moins. Et ça, c'est moins hype, mais finalement, ça revient à ça. C'est quand même bien de voir qu'au fond, malgré tout, c'est bien documenté scientifiquement et que ça redonne une motivation aux gens de manger moins. Parce qu'on dit, ben voilà, quand on a prouvé quelque chose, c'est comme quand on a mis Mathieu Ricard dans des scanners, puis qu'on voit que toutes les zones du cerveau qui réagissent sont très positives, qu'elles sont liées à la tolérance, à l'immunité, etc., ben, on est plus motivé à peut-être se mettre à la méditation. Donc au fond, je trouve que c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Donc il y avait le jeûne intermittent, et puis il y a ce qu'on appelle le time restricted feeding au début, parce que c'était pour les animaux, donc on nourrit les animaux pendant un temps limité, ou les humains, alors ça sera time restricted eating. Et puis maintenant... faudrait quelqu'un... Ah, voilà. Et donc, ça, c'est l'alimentation restreinte dans le temps. Je ne sais pas comment on traduit ça. Est-ce qu'il y a une traduction qui est maintenant officielle? Mais en fait, quand on traduit time restricted eating, ça serait ça. Et vous avez, au fond, sur 6 heures ou 8 heures, 8 heures ou 10 heures, une durée où on prend 3 repas, si c'est possible, ou 2. Et puis après, on fait un très long jeûne. En général, le long jeûne de la nuit qui est prolongé, soit on mange très tôt le soir et puis on jeûne jusqu'au lendemain, soit on n'arrive pas à faire ça pour des raisons sociales et à ce moment-là, on saute le petit déjeuner. Donc c'est une espèce de complet changement de tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant. Mais je pense que si on arrive à associer ça avec le sentiment de faim, c'est ça qui est important. Parce que si vous mourrez de faim, vous dites non, je dois faire mes 16 heures et qu'on va au lit en ayant vraiment faim, ce n'est pas le bon plan. Il faut arriver à éduquer son système pour que vraiment on puisse arriver à un repas avec une belle faim. Donc la faim et la satiété, ça reste des critères. Si on arrive à éduquer ça, on a fait énormément, je pense. Mais en tout cas, ça permet, par exemple, pour les gens qui ont, par exemple, des cancers, qui seraient déjà très émaciés ou déjà très amaigris et qui ont peut-être des tumeurs, et on n'ose pas non plus trop bouger le système, à ce moment-là, de faire quand même chaque jour une longue période de jeûne où on arrive presque à l'orée au fond du métabolisme du jeûne. Ça présente déjà des avantages qui ont été publiés. Donc c'est une très bonne alternative. Et je vous donne juste l'exemple du ramadan. Au fond, les chercheurs d'aujourd'hui qui déterminent la terminologie, ils disent le ramadan, c'est une alimentation restreinte dans le temps parce que les gens ont le droit de manger, mais à certaines périodes. Mais comme vous voyez ici, ce n'est pas juste une stratégie alimentaire. C'est toute une école avec beaucoup de dimensions, entre autres des dimensions. On n'a pas le droit de se battre, on n'a pas le droit il faut prier. Enfin, disons, c'est tout un programme de vie pendant quelques jours. Alors, même évolution au fond, en ce moment, c'est qu'au fond, on voit qu'il y a des formules commerciales, et ça s'appelle des Fasting Mimicking Diets, FMD, ce sont des régimes imitant le jeûne. Pour moi, c'est de nouveau le même réductionnisme que j'ai observé il y a 30 ans, quand il y avait le début des diètes protéinées, même si je pense que ce type de diète est beaucoup plus utile et beaucoup plus équilibré qu'une diète protéinée, parce qu'il donne essentiellement des bonnes graisses, un petit peu de protéines, et puis des vrais aliments. Alors là, ça c'est la ligne du Dr Longo, qui s'appelle Prolon. Et puis, vous avez le Magic Bullet. Et vous avez en ce moment une recherche d'une intensité et avec des moyens financiers inimaginables dans le domaine de la longévité. Et vous avez, par exemple, une entreprise qui s'appelle Calico, et c'est Google qui la finance. Ce sont des budgets... Alors, là, ils cherchent le Magic Bullet, celui que vous prendrez au petit déjeuner pour garder la jeunesse éternelle. Alors, je vous donne quelques exemples. Le NAD, par exemple, nicotine amide diphosphate,
ça intervient dans une de ces chaînes des voies qui sont déterminées par les protéines animales et par les sucres, qui favorisent, disons, l'état de travail à plein tube, de croissance, de reproduction. Et puis, il y a des tas d'étapes là-dedans. Et ben, c'est une de ces étapes qu'on essaye de bloquer de cette façon-là, en disant, ben, on va rajeunir. Alors ça, c'est l'activité des sirtuines qui peut prolonger la vie. Alors on dit, il y a certaines substances comme ce NAD qui peuvent éventuellement être utiles là-dedans. Comme elles diminuent avec l'âge, ben, on va les donner sous forme de médicaments. Et puis il y en a d'autres. Il y a les stimulants de l'autophagie, alors qu'il suffit de se mettre au jeûne ou diminuer, de faire certaines stratégies alimentaires pour stimuler l'autophagie. Ah non, il faut les donner. Vous avez l'activateur de la MPK. Et puis le plus drôle pour moi sont les corps cétoniques. Je ne dis pas que tous ces médicaments n'ont pas leur sens, mais quand même, ça ne peut pas remplacer un jeûne dans toutes ses dimensions, c'est impossible. Mais ça peut être utile dans certains cas. Je ne pense pas que ce soit aussi utile qu'on le dise. En tout cas, vous avez des corps cétoniques, par exemple. Bon, c'est bon d'en produire. Et on en produit quand on se met au jeûne ou à une forme de restriction alimentaire. Mais vous pouvez aussi maintenant les acheter. Comme ils ont un mauvais goût, alors on dit que ça, c'est des protéines, et ce sont des substances qui imitent les effets du jeûne. Fasting Mimicking Substances, les cétones, que vous prendriez comme ça dans ces paquets. Mais comme elles n'ont pas bon goût, alors on cherche des substances qui imitent les cétones. C'est-à-dire vous êtes déjà à deuxième degré d'imitation, des substances qui imitent, des substances qui imitent, au lieu de se mettre à jeûner ou bien faire 1 ou 2 jours de restriction calorique. Et c'est pour ça qu'au fond, je pense que comme naturopathe, vous devez être à même de comprendre, au fond, aussi ces mécanismes pour peut-être, si un jour on vous les propose, de pouvoir remettre ça dans le bon contexte. Et on a de nouveau la même situation. Vous avez un programme de jeûne qui est multidisciplinaire et qui est multidimensionnel. Son évolution qui serait de dire, ben voilà, mais tout ça c'est bien compliqué, c'est trop cher, vous pouvez avoir un paquet et puis vous prenez ça tous les jours, mais il manque beaucoup de dimensions là-dedans. Et puis vous avez, ça c'est le sommet, c'est-à-dire les cétones. Au lieu de laisser le corps les produire, on les reçoit tout fait de l'industrie. Et donc il y a certaines personnes un peu clairvoyantes qui disent jeûner est la façon la plus simple et la plus économique d'améliorer sa santé, mais pourquoi recommander une pratique gratuite quand on peut la rendre payante? Et le fameux Mattson qui dit jeûner est une pratique parfaitement sûre, alors que la prise de médicaments n'est jamais vraiment anodine. Le fait que personne ne gagne d'argent avec le jeûne, c'est la raison pour laquelle il y a des entreprises qui déclarent pouvoir imiter certains ou tous les bénéfices du jeûne et les vendre sous forme de produits. Ce n'est pas forcément mauvais, parce que malgré tout, de temps en temps, c'est bien d'avoir des produits quand on n'a pas le temps de cuisiner, quand on n'a pas le temps de faire un jeûne, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est la même chose ou que c'est mieux. Et là, je vous redonne l'anecdote, par exemple, des laits en poudre. À l'époque, une certaine marque suisse très connue essayait de persuader toutes les femmes en Afrique que les laits en poudre étaient supérieurs au lait maternel, avec des résultats complètement désastreux. Par contre, si une femme a un bébé et n'arrive pas à avoir assez de lait pour l'allaiter, on est content qu'il y ait des laits en poudre. Donc ça veut dire, dans 80% des cas, on devrait faire ce que la nature a mis à notre disposition. Et puis dans le 20% où ça ne marche pas, on peut s'aider avec des produits. En tout cas, c'est ma philosophie et je vous la... Et là, il y a encore un argument, alors encore plus pernicieux, mais vous allez l'entendre forcément. Moi, je l'entends tout le temps. Qui dit, d'un point de vue financier, le choix semble évident. Non seulement le jeûne est gratuit, mais cela vous permettra d'économiser de l'argent en ne dépensant pas tant sur la nourriture. Mais du point de vue du mode de vie, quelques années de santé supplémentaires dans la vie méritent-elles de se sentir misérable quelques jours chaque mois? Se sentir misérable. Alors là, j'ai mis en parallèle une étude qu'on est en train de faire maintenant sur le bien-être. Et si vous prenez par exemple les gens qui viennent 10 jours, qui font 6 jours de jeûne, vous voyez, ils arrivent, ça c'est une échelle visuelle de 0 à 10 qui donne le bien-être. On demande comment vous vous sentez émotionnellement, comment vous vous sentez physiquement. Et les gens, quand ils arrivent, ils donnent cette réponse. Et quand ils repartent, l'interruption du jeûne, c'est le 7e jour, ils sont déjà presque 2 points plus haut. Et la même chose si on vient plus longtemps, c'est-à-dire qu'on fait 15 jours de jeûne, ils arrivent dans un plus mauvais état, mais ils repartent exactement au même niveau que les autres. Donc ça veut dire
quand on le fait bien, quand on l'accompagne bien, le jeûne, c'est quelque chose, c'est un plaisir. Ce n'est pas le même plaisir que de manger dans un bon restaurant, mais c'est un autre type de plaisir. Et je pense que c'est extraordinaire d'élargir la gamme des choses qui nous mettent dans un état de bien-être, de sérénité, et surtout qui font du bien à notre santé. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais dire. J'ai juste rajouté, je ne sais pas si ça vous intéresse vraiment, mais je pense qu'on n'a plus le temps. Hein, bon. Alors je dépasse un tout petit peu, et je reprends simplement ce qui a déjà été dit, des preuves scientifiques. Alors vous avez par exemple ici une image qui est tirée des études de Longo, et vous voyez que par exemple, quand vous prenez des bactéries, des levures, des vers, des souris, et probablement des humains aussi, mais ça c'est plus difficile à faire, et vous verrez la survie, c'est-à-dire la durée de vie quand on les nourrit ad libitum, et la durée de vie quand on les restreint en calories ou même quand on les fait jeûner. Donc, dans toutes les espèces animales, vous avez ce phénomène d'augmentation de la durée de vie par des régimes restrictifs, sans malnutrition. Donc ça, c'est vraiment des documents, on ne sait peut-être pas encore quoi en faire, mais c'est vrai. Et par exemple, quand on parle de régénération, de détoxication cellulaire, vous avez des effets, ça c'est de nouveau un groupe autour de Longo, qui ont vraiment étudié comment est-ce que on peut, par exemple, avoir une meilleure résistance au stress oxydatif. Ça, c'est complètement égal ce qu'ils trouvent, mais on trouve des explications scientifiques avec certaines augmentations de la synthèse de certaines enzymes, des voies signalétiques qui s'arrêtent. Donc maintenant, on est en train de très, très bien connaître un peu tous ces mécanismes. Et là, vous avez de nouveau une situation qui a à voir avec les maladies. Et quand vous avez... on a constaté que justement, les voies du vieillissement et donc de l'apparition de maladies, parce que quand on vieillit en général à partir de 65, 70 ans, on commence à avoir des maladies dont on ne parle même pas quand on a 30 ans. Si on repousse la durée de la santé, donc de la vie en bonne santé, on va repousser toutes ces maladies. Donc c'est une forme de fantastique prophylaxie non spécifique. Eh bien, on s'est rendu compte, et ça c'est vraiment ces recherches de la longévité, que ce qu'on mange, si on mange beaucoup de protéines animales, on vieillit plus vite. Si on mange beaucoup de sucre, on va vieillir plus vite. Et puis le corps va travailler à plein tube, donc faire plus de cancers. En tout cas, avoir une prédisposition à la croissance tumorale. Vous avez même des études, par exemple, quand on fait une opération et qu'on doit clamper un organe, le rein ou des artères. Quand vous ouvrez le clan, ça fait une reperfusion massive et il y a une ischémie, c'est-à-dire il y a des zones de nécrose au niveau de cette reperfusion. Si les animaux ont jeûné avant, il y a moins d'ischémie. Donc ça, c'est des résultats extraordinaires qui vont être utilisés certainement d'une façon ou d'une autre dans la chirurgie un jour. Vous avez l'augmentation de l'autophagie, donc de cette voirie naturelle qu'on a en nous, qui à mon avis fait partie de la vis medicatrix naturae. Et puis alors dans les développements en oncologie, ça c'est au fond les grandes découvertes qui apparemment ne suffisent pas pour conseiller, mais qui sont quand même là quand il y a le jeûne. Donc vous avez ces changements de voie signalétique et d'activation cellulaire, du fait que les protéines animales de sucre, ça fait grandir les cellules, ça les fait se multiplier. Quand on jeûne, cette tendance-là, elle n'est plus là. Donc la cellule se met dans un mode de protection, grandit beaucoup moins vite et se multiplie beaucoup moins. Donc c'est une situation idéale pour protéger contre la tendance tumorale. Et là, ce sont des études qui montrent la survie. Je passe très vite parce que tout ça, vous pouvez trouver dans la littérature d'aujourd'hui. C'est par exemple quand on associe une dose élevée de chimiothérapie et le jeûne, eh bien vous avez une survie presque à 100%. Par contre, la même dose sans jeûne, vous avez mort de la plupart des individus. Là, ce sont même des études qui ont été faites avec des tumeurs et juste le jeûne. Le jeûne, et c'est toujours la même chose, jeûne et chimiothérapie à l'effet maximum. Jeûne tout seul, c'est un effet, et quand on fait ni jeûne et que la chimiothérapie, on a des croissances tumorales parfois qui et si on ne fait rien, ça augmente. Donc vous avez là vraiment, ce sont des preuves évidentes qu'il y a quelque chose dans le mécanisme de la tumeur qui est complètement stoppé par des stratégies nutritionnelles. Et chez l'humain, ce sont là les exemples, les gens qui ont mangé
ad libitum et qui ont fait de la chimiothérapie, et les autres qui avaient jeûné avant, on voit que beaucoup des symptômes se sont atténués quand on a fait le jeûne avant. Mais là, vous voyez, il y a aussi des nuances. Parce que si ce sont des gens cachectiques, si ce sont des gens qui ont déjà des tumeurs à répétition, qui ont peur du jeûne, qui sont déjà complètement down, il faudra peut-être choisir la restriction alimentaire de la nuit, peut-être soutenir les gens beaucoup mieux, et en tout cas, leur apprendre à jeûner. Pas faire simplement enlever la nourriture, mais vraiment leur apprendre la pédagogie du jeûne, que c'est difficile au début. Tout ça, ce sont probablement, si on veut être positif, ce qui fait qu'aujourd'hui, les oncologues sont très, très prudents. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'ils ne savent pas comment on fait et qu'un département d'oncologie est envahi par des gens souffrant de cancer qui veulent jeûner. Et les oncologues, qu'est-ce que c'est ? Regardent dans le dictionnaire presque. Donc forcément, qui manifestent leur propre peur sur le patient. Mais il est vrai qu'on peut, à mon avis personnel, pas simplement dire voilà, le jeûne, c'est la panacée universelle. Ça sera probablement une combinaison avec d'autres traitements. Là, ça, c'est l'augmentation des levures. Et ça, ce que j'aimerais vous montrer ici, c'est après 2 cycles de jeûne, vous avez le nombre de cellules qui viennent des cellules souches. Et vous voyez qu'après un cycle de 1 ou 2 jeûnes, vous avez une augmentation importante de cette activation de cellules souches. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. La chance qu'on a à l'âge adulte de réanimer et réactiver des cellules souches, pour moi, ça, c'est vraiment la grande découverte de la longévité. Et le jeûne protège le système hépatopoïétique. Quand vous jeûnez, vous voyez les leucocytes qui baissent. Et si on les remesure quelques semaines plus tard, le temps que la moelle osseuse se soit activée, vous remesurez des leucocytes nouveaux, neufs, à partir des cellules souches dans la moelle osseuse. C'est vraiment du jamais vu pour moi. Et la même chose avec les lymphocytes. Donc, j'en viens à la conclusion. Donc, à mon avis personnel, enseignant aux jeunes à pratiquer le jeûne dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'enseigner à nos enfants et à des personnes en bonne santé quelle est la pédagogie du jeûne, comment on fait, quelle est la pratique. Et puis ensuite, ils ont cet outil. Ça leur fait plus peur. Et si un jour, il y a une raison thérapeutique de devoir jeûner, à ce moment-là, on peut beaucoup plus facilement mobiliser son instrument plutôt que quand on dit « mais quoi ?» On vient de me dire, mon oncologue m'a dit depuis des années qu'il fallait que je mange le plus possible, surtout pas perdre de poids. Donc, il y a moins de... Il faut commencer à jeûner quand on n'a pas de problème et apprendre, réapprendre, se réapproprier cette pratique qu'on a et cette fonction physiologique. Et ce réappropriement, en américain, on appelle ça la self-efficacy. C'est tout ce qui nous aide à vivre avec l'idée « je suis capable de m'aider moi-même ». Self-efficacy. Je ne sais pas la traduction en français, mais il y en a une parce que c'est un terme reconnu, disons, en psychiatrie, psychologie. Et il y a des pratiques comme ça qui font que ça renforce notre estime personnelle et que ça nous donne confiance dans la vie parce qu'on se dit « avec ça, je peux y aller ». Il y a même des gens en Allemagne, il y a un groupe d'études dans une ville dans le nord de l'Allemagne, un groupe de psychologie à partir de l'université qui s'appelle Wuppertal. Ils étudient le jeûne volontaire pour mettre fin à sa vie. Je vous dis ça entre parenthèses, parce qu'il ne faut pas le dire à la presse, parce que sinon on va dire vous incitez les gens à mourir. Mais non, c'est bon de savoir qu'on a cette possibilité, tout simplement. Et dans certains pays, c'est autorisé, dans d'autres, ça ne l'est pas. C'est quand même extraordinaire. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser une large palette d'offres en fonction de l'âge, de l'état nutritionnel, de l'état de santé. Tout le monde ne peut pas faire un jeûne long. Il y a des jeûnes courts, en cycle, qui peuvent être bons. Et jeûnes annuels, on peut faire des jeûnes plus profonds. Par exemple, quelqu'un qui a un syndrome métabolique avec diabète, obésité, etc., pourrait parfaitement jeûner 4 semaines, alors qu'une personne avec d'autres pathologies, comme des pathologies rhumatismales, où elles sont souvent des femmes déjà assez amaigries, on va peut-être utiliser le time restricted eating, le jeûne de la nuit, et puis des courtes périodes avec un changement d'alimentation, et puis d'autres pratiques. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent agir en synergie avec le jeûne. Et vous avez encore, que bien sûr, l'association de jeûne ou de stratégies nutritionnelles complètement des médecines naturelles peuvent s'associer avec des chimiothérapies, de la radiothérapie, et en diminuer les inconvénients. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle.
Et puis la période de reprise alimentaire, ce n'est pas une période qu'on peut faire n'importe comment. Parce que ça, c'est la période de régénération où toutes les synthèses protéines repartent et où les cellules s'activent. Donc nous, on attache énormément d'importance à ça. Et je pense qu'il faut propager une alimentation saine comme base. Après, on peut la modifier en fonction des stratégies. Mais une alimentation saine pour l'humain, pour l'environnement, et aussi respectueuse de la répartition des matières premières. Donc moins de protéines animales et moins de sucre rapide, des micro-fermes régionales. Enfin, ça, c'est toute l'idée, au fond, des nouvelles formes d'agriculture pour donner aux gens une alimentation de valeur. Et là, je vous mets simplement quelques adresses. Par exemple, l'adresse qui est facile à retenir, c'est fasten.tv. Et c'est une adresse où vous pouvez regarder toutes les présentations. Vous retrouverez toutes les personnes que vous avez ici. Ce sont le portail où on a mis tous les congrès qu'on a fait avec Walter Longo et compagnie. C'est une bonne adresse et il y a 2013-2015, il faut regarder, vous pouvez regarder les 2 années. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.